Quand je me suis levé ce matin, j'ai senti la fatigue comme jamais auparavant. On dirait que chaque jour nous prend un peu plus de notre âme. C'est comme si les radiations, invisibles et sournoises, volaient des morceaux de nous, sans bruit, sans cri. Nous sommes 6, enfin, plus que 4 maintenant, échoués sur cette île après l'explosion sur le continent. Il y a moi, un ingénieur qui pensait pouvoir changer le monde, et il y a les autres, Élise, Théo, et Lucas. Un mélange de force et de faiblesses humaines, un groupe qui s'effrite peu à peu. J'étais ingénieur en environnement. Ironique, non, moi qui étais censé comprendre la nature et la protéger, je me retrouve incapable de protéger ceux qui m'entourent de ces radiations omniprésentes. C'était censé être un refuge, cette île, loin des explosions, loin des morts, loin du chaos du continent. Mais les radiations nous ont rattrapés, et maintenant, elles se répandent, s'infiltrent partout, jusqu'à l'air qu'on respire. Ça fait des semaines qu'on essaie de tenir, de survivre. On se bat contre quelque chose qu'on ne peut ni voir ni toucher, et à la fin, je me demande si ça vaut encore la peine. Chaque jour ressemble au précédent, une lutte silencieuse, une bataille contre l'invisible, où chaque respiration est un rappel de notre fragilité. La vie sur cette île est devenue un calvaire quotidien. Les arbres sont morts, l'eau est contaminée, et même les oiseaux ne chantent plus. Tout semble s'être figé dans une sorte d'attente morbide. Les radiations sont partout, et elles nous rongent lentement, nous affaiblissant jour après jour. Les nuits sont les pires. Le silence est lourd, oppressant, seulement perturbé par les quintes de tout d'Élise ou les gémissements de Théo qui ne parvient pas à trouver le sommeil. Le vent souffle parfois, s'infiltrant à travers notre abri de fortune, et chaque rafale semble chuchoter la fin imminente. Élise est médecin, 40 ans, une énergie que j'envie. Elle est le pilier du groupe, c'est elle qui apaise les angoisses, qui soigne les plaies, qui trouve des mots quand tout s'écroule. Mais dernièrement, même elle semble faiblir. La fatigue, la toux incessante. Je crois que les radiations gagnent aussi sur elle. On la voit lutter pour ne rien laisser paraître, mais ses mains tremblent de plus en plus, et ses sourires sont moins fréquents, plus forcés. Elle essaye de rester forte pour nous, mais je sais qu'elle souffre. Elle n'en parle jamais, mais ses yeux la trahissent. Cette détermination qui peu à peu laisse place à une résignation silencieuse. Elle est devenue notre soutien, notre soignante, notre phare dans cette nuit sans fin. Pourtant, chaque jour qui passe, je la sens faiblir, et ça me terrifie. Théo, 19 ans, à la fois téméraire et imprudent. Il est jeune, plein d'espoir, ou était, jusqu'à aujourd'hui. Ce matin, il s'est évanoui en tentant de renforcer notre abri. Ça m'a glacé le sang. On savait que les radiations nous affectaient, mais voir Théo, ce gamin toujours plein d'énergie, s'écrouler comme ça. Ça fait réfléchir. C'est comme si, soudainement, toute la gravité de notre situation nous frappait en pleine face. Lui, notre espoir, notre futur, affaibli comme nous tous. Ses yeux, d'habitude si pleins de vie, sont maintenant ternes, et sa peau a pris une teinte grisâtre. Pourtant, malgré tout, il essaie de rester optimiste, de nous faire sourire avec des blagues, même si son rire est souvent entrecoupé par la toux. Théo, c'est l'avenir, l'énergie, mais il est en train de s'éteindre, et ça, c'est peut-être ce qui fait le plus mal. Puis il y a Lucas, 60 ans, ancien militaire. Le genre pragmatique, pas très bavard, mais qui fait ce qu'il faut quand il le faut. Il est de plus en plus affaibli, il le sait, on le sait tous. Hier, il m'a parlé seul à seul, un truc qu'il fait rarement. Il m'a dit qu'il ne croyait plus en nos chances. Que peut-être il valait mieux arrêter de lutter. J'ai voulu le contredire, lui dire que non, on trouverait un moyen. Mais rien n'est sorti, parce qu'au fond, moi aussi, je commence à douter. Sa voix était calme, presque douce, mais il y avait une telle tristesse dans ses mots que ça m'a fait mal. Lucas, qui avait toujours été le roc, semblait abandonné. Il parlait de ses souvenirs, des batailles qu'il avait menées autrefois, des amis qu'il avait perdus. Il m'a dit que ça lui rappelait ces moments où l'on sait que tout est perdu, mais qu'on continue malgré tout, juste par habitude. Je l'ai regardé, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui, la peur. Lucas n'est pas le genre d'homme à se laisser envahir par la peur, mais les radiations, cette mort lente et invisible, ça le terrifie. Je pense que c'est le pire pour lui, cette lente dégradation, cette incapacité à combattre un ennemi qu'on ne peut pas voir. Il m'a dit qu'il préférait mourir d'un coup, plutôt que de continuer à s'éteindre lentement comme ça. Et je comprends, parfois, moi aussi, j'aimerais que tout se termine rapidement, que cette agonie prenne fin. Élise a proposé qu'on explore l'intérieur de l'île. Peut-être qu'il y a des zones moins contaminées, des endroits où l'on pourrait trouver un peu de répit. Mais Lucas pense que ça pourrait empirer les choses, qu'on pourrait se perdre ou s'exposer encore plus. On en a discuté longtemps, chacun avec ses craintes, ses idées. Élise insistait, disant qu'on ne pouvait pas rester sans rien faire, qu'on devait tenter quelque chose, n'importe quoi. Lucas, lui, restait silencieux, les bras croisés, le regard fixé au loin. Finalement, j'ai pris la décision.
On va y aller, Élise, Théo et moi. Lucas restera au camp, il ne se sent plus capable de marcher longtemps. Je voyais bien qu'il n'était pas d'accord, mais il n'a rien dit. Il nous a juste regardés, comme s'il voulait graver ce moment dans sa mémoire, au cas où ce serait la dernière fois qu'il nous voyait. Avant de partir, j'ai pensé à mon père. Il était scientifique, lui aussi, et il m'avait toujours mis en garde contre les dangers du nucléaire. Je me souviens de nos discussions, de sa voix grave qui me parlait de l'importance de préserver l'environnement, de se préparer au pire scénario. Je me demande ce qu'il penserait de moi maintenant, s'il serait fier que je me batte, ou s'il penserait que je suis un fou de croire encore à une issue. Il avait cette manière de parler qui me rassurait toujours, même quand il évoquait les pires catastrophes. Aujourd'hui, je me demande si tout ce qu'il m'a appris sert vraiment à quelque chose. Est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que je suis digne de ses enseignements? Ces pensées me hantent alors que je prépare mon sac, que je vérifie une dernière fois notre maigre équipement. On a préparé nos affaires, des masques de fortune, des gourdes, et ce vieux compteur Gégère qui fonctionne une fois sur deux. On sait que ce n'est pas assez, mais c'est tout ce qu'on a. Élise nous a donné des consignes, si quelqu'un commence à vomir ou à saigner du nez, il faut s'arrêter, se reposer, même si ça veut dire retarder la mission. Lucas nous a regardé partir avec ce regard sombre, presque vide. Avant qu'on s'éloigne, il m'a murmuré qu'il espérait juste qu'on trouve quelque chose, n'importe quoi, pour donner un sens à tout ça. J'ai hoché la tête sans rien dire. Qu'est-ce que j'aurais pu répondre? Nous étions tous dans le même bateau, mais chacun avec ses propres démons, ses propres doutes. Le chemin vers l'intérieur de l'île est plus rude que je l'imaginais. On avance lentement, à cause de la fatigue, de la chaleur écrasante, et de ce fichu compteur Gégère qui fait des caprices. Les arbres autour de nous semblent morts, comme si la vie avait été aspirée de cette île. Chaque pas est une épreuve, chaque souffle est douloureux. Le sol est jonché de feuilles sèches, de branches mortes, et tout semble imprégné de cette atmosphère toxique, de cette odeur métallique qui ne nous quitte plus. On est tombé sur une grotte pour se mettre à l'abri d'une tempête soudaine, mais là-dedans, l'air est lourd, et les niveaux de radiation semblent encore pires. Théo a perdu connaissance pendant un moment, et j'ai cru que c'était fini pour lui. Mais il s'est réveillé, et on a continué, pas vraiment par courage, mais parce qu'on n'avait pas le choix. On avançait comme des automates, un pied devant l'autre, sans vraiment réfléchir. Élise jetait des regards inquiets à Théo, et je voyais qu'elle se demandait si on ne faisait pas une énorme erreur. Dans la grotte, on a trouvé des restes humains, des ossements, des papiers, des notes écrites à la main. Elle parlait d'expérimentation nucléaire, d'étranges anomalies climatiques. Élise avait les mains qui tremblaient en lisant ça. Théo, lui, semblait curieux, presque fasciné. Moi, j'avais juste envie de sortir de là. Il y avait quelque chose de profondément dérangeant à être entouré de ces vestiges du passé, ces témoignages d'une folie humaine qui avait tout détruit. Finalement, on a décidé de suivre une carte trouvée parmi les documents. Elle indiquait une zone forestière plus loin, peut-être moins contaminée. C'était mince, comme espoir, mais c'était tout ce qu'on avait. Élise a plié les papiers avec soin et les a rangés dans son sac. On s'est remis en marche, le cœur lourd, mais avec une nouvelle détermination. Peut-être que ces documents allaient nous aider, peut-être qu'ils allaient nous perdre encore plus. Mais on devait essayer. En chemin, Théo m'a confié sa peur. La peur de mourir ici, de ne jamais quitter cette île vivant. J'ai promis de tout faire pour le sauver. Promesse vide, probablement, mais à ce moment-là, j'avais besoin d'y croire, et lui aussi. On a continué, mais plus on approchait de la forêt, plus on voyait les signes de contamination, arbres morts, animaux étranges, des malformations qui ne laissaient aucun doute sur les radiations. Le compteur Gégère s'est remis à biper frénétiquement, et puis ça s'est produit. Une explosion, soudaine, brutale. Un ancien dispositif qui s'était réveillé, peut-être à cause de notre présence. Le bruit a été assourdissant, et pendant un instant, tout est devenu flou. Théo a été blessé, gravement. On l'a porté, épuisé, à bout de souffle, jusqu'au camp. Chaque pas était une torture, et je sentais mes jambes céder sous le poids. Élise pleurait en silence, ses larmes traçant des sillons sur ses joues sales. Lucas et Élise ont fait ce qu'ils ont pu pour le stabiliser, mais je voyais dans leurs yeux que les chances étaient minces. La culpabilité m'a envahi, un poids écrasant. Est-ce que c'était ma faute? Est-ce que j'aurais dû les arrêter, ne jamais quitter le camp? La nuit est tombée, et je n'ai pas trouvé le sommeil. Les hurlements de douleur de Théo résonnaient dans l'obscurité, et chaque cri était comme un coup de poignard. Élise a fait de son mieux, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Lucas restait assis près du feu, le regard vide, comme s'il avait déjà accepté ce qui allait se passer. Le camp semblait si silencieux, si désespérément vide. Je sais maintenant que nous ne pourrons pas rester ici. On ne survivra pas longtemps sur cette île. On va construire un radeau, tenter de partir, même si les chances de trouver un endroit sûr sont infimes. Élise travaille sur une méthode pour décontaminer l'eau, quelque chose pour nous faire gagner un peu de temps. Elle reste occupée, elle fait ce qu'elle peut,
mais je sens qu'elle commence à perdre espoir. Lucas, lui, semble avoir retrouvé une étincelle d'espoir en voyant notre détermination. On n'a pas grand-chose, mais on a encore notre volonté de se battre. Et parfois, c'est tout ce qu'il nous reste. Aujourd'hui, j'ai vu des oiseaux migrateurs passer au-dessus de l'île. Peut-être qu'il y a un endroit, quelque part, où l'air est pur, où l'eau est potable. J'ai noté dans mon carnet, si la vie veut nous briser, nous ferons de chaque jour un défi contre elle. On a commencé à travailler sur le radeau, ensemble. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est notre seul espoir. Et tant qu'on bouge, tant qu'on essaie, on est encore vivant. Lucas a retrouvé le sourire, un sourire fatigué, mais sincère. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un semblant d'espoir. Parce qu'au fond, c'est ça, la vie. C'est lutter, avancer, même quand tout semble perdu. Tant qu'on est ensemble, tant qu'on continue de respirer, il y a une chance, même infime, de s'en sortir. On a commencé à ramasser des branches, à chercher du bois assez solide pour construire le radeau. Chaque petit effort nous coûte, chaque mouvement est douloureux, mais on persévère. On travaille sans vraiment parler, chacun perdu dans ses pensées, concentré sur cette tâche qui nous maintient en vie, qui nous donne un but. Théo est trop faible pour nous aider vraiment, mais il s'assied près de nous, nous observant, essayant de participer du mieux qu'il peut. Élise s'occupe de lui entre deux allers-retours pour ramasser des ressources. Parfois, elle s'arrête et me regarde, ses yeux remplis de questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Le soir, on s'assoit autour du feu. Lucas nous raconte des histoires de son passé, des souvenirs d'une époque qui semble si lointaine maintenant. Il parle de ses camarades, de ses missions, des moments de peur, mais aussi des moments de camaraderie. Ces récits nous rappellent ce que c'était que de vivre avant tout ça. Théo écoute attentivement, ses yeux brillants d'admiration malgré la douleur qui l'étreint. Et moi, je me dis que ces moments, aussi simples soient-ils, sont précieux. Parce que tant qu'on peut encore se raconter des histoires, tant qu'on peut encore se souvenir, on est vivant. La construction du radeau avance lentement, trop lentement à mon goût. Chaque jour passé ici est un jour de trop, un jour où les radiations nous grignotent un peu plus. Mais on continue, parce qu'on n'a pas le choix. Élise a réussi à purifier un peu d'eau, juste assez pour qu'on puisse tenir encore quelques jours. C'est un petit miracle, et ça nous donne un peu d'espoir. On boit à petites gorgées, savourant chaque goutte comme si c'était la dernière. Lucas sourit en voyant Élise travailler, et je vois dans ses yeux une lueur que je n'avais pas vue depuis longtemps. Aujourd'hui, alors que le soleil se couchait, on a enfin terminé le radeau. Il est rudimentaire, fragile, mais c'est notre seule chance. On l'a traîné jusqu'à la plage, et on l'a laissé là, prêt à partir. On se regarde, épuisé mais déterminé. Demain, on mettra les voiles. Demain, on quittera cette île, et on laissera derrière nous tout ce qui nous retient ici. Lucas a posé une main sur mon épaule, un geste simple, mais qui veut tout dire. Élise a pris Théo dans ses bras, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu Théo sourire, un vrai sourire, pas un de ces sourires forcés qu'il nous adressait pour nous rassurer. La nuit est tombée, et je me suis assis près du feu, mon carnet sur les genoux. J'ai écrit ces mots, pour ne jamais oublier, nous avons survécu. Pas seulement à la catastrophe, mais à nous-mêmes, à nos peurs, à nos doutes. Demain est un nouveau jour, un jour où tout est encore possible. Le feu crépite, et je regarde les flammes danser, emportant avec elles les ombres de nos angoisses. Ce n'est pas la fin. C'est un nouveau début, un défi de plus que nous sommes prêts à relever, ensemble. Parce qu'au fond, c'est ça, la vie. C'est lutter, avancer, même quand tout semble perdu. Tant qu'on est ensemble, tant qu'on continue de respirer, il y a une chance, même infime, de s'en sortir. Et demain, on se lancera sur l'océan, vers l'inconnu, vers un espoir, aussi mince soit-il. Nous sommes encore vivants, et tant que nous le sommes, nous n'abandonnerons jamais.